Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, Canal 16, et en partenariat avec le journal Le Monde. Fin des discussions, fin du conclave sur les retraites qui a duré 4 mois. Les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, dialogue de sourds. Résultat, le PS a retrouvé cette semaine sa liberté de ton et de censure du gouvernement. C'est donc raté pour ce conclave sur lequel François Bayrou avait beaucoup parié, une méthode, celle de la concertation qu'il affectionne et qu'il envisageait même d'appliquer pour la préparation en ce moment et la fabrication à l'automne de son prochain budget. Comment le Premier ministre espère-t-il avancer désormais? Va-t-il réussir à passer l'automne? Faut-il souhaiter une accélération du calendrier politique? On en parle avec notre invité, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Il est ce dimanche dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h. Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À mes côtés, pour vous interviewer ce dimanche, Françoise Fressos du journal Le Monde et Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On va commencer comme toujours avec vos images de la semaine. Revenons sur ce qui a marqué l'actualité, sur ce qui vous a interpellé. Manuel Bompard, je commence comme toujours avec vous, avec l'invité en tout cas. Qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine en particulier? Écoutez, j'ai choisi une photo de la marche des fiertés qui a eu lieu hier en Hongrie, à Budapest. C'était une marche des fiertés qui était interdite par le pouvoir hongrois et à laquelle d'ailleurs ont participé un certain nombre d'élus de la France Insoumise que je veux saluer. Pas seulement. Pas seulement, il y avait d'autres élus évidemment, et surtout il y avait un grand succès populaire parce qu'il y a eu quasiment 200 000 personnes qui ont participé à cette initiative. Et hier c'était aussi la marche des fiertés à Paris. Et je crois que c'est l'opportunité, l'occasion de rappeler que c'est un combat, le combat pour les droits des personnes LGBT, qui d'abord continue, qui est loin d'être terminé, et qui est menacé par l'extrême droite, en France comme dans le reste de l'Europe. Je rappelle que monsieur Orban, il y a quelques semaines, tenait une réunion commune dans le Loiret avec madame Le Pen, qui disait que dans l'hypothèse où madame Le Pen gagnerait les élections présidentielles en France, il sabrerait le champagne. Et comme on parle beaucoup d'une forme de dédiabolisation du Rassemblement national, je crois que c'est important de rappeler que partout au pouvoir, à chaque fois qu'elle l'est, l'extrême droite s'attaque en particulier aux droits des personnes LGBT. La Commission européenne a bien fait de se mobiliser aussi alors sur le sujet. On l'a un petit peu entendu. On l'a entendu si vous voulez, mais je crois que ce qui est surtout important, c'est la mobilisation du peuple qui a dit voilà, on n'est pas d'accord avec ça. Et c'est important de rappeler qu'en France aussi, on a besoin évidemment de lutter contre les actes homophobes qui ont malheureusement augmenté encore l'année dernière de 5%, et puis de continuer à lutter pour les droits, pour faire en sorte que par exemple l'accès à la PMA pour toutes et tous soit vraiment une réalité. Aujourd'hui il y a beaucoup d'entraves, pour avancer dans la direction de la possibilité de changer de genre devant un officier d'état civil, pas devant un juge comme c'est le cas aujourd'hui, que ces combats-là, c'est des combats qui sont encore devant nous. Allez, autre image de la semaine, la vôtre, Alix Bouillaguet, retour en Iran avec vous. Oui, sur cette image, on peut voir 2 photos satellites du site nucléaire d'Ispahan au centre de l'Iran. 2 photos satellites avant et après les bombardements. Selon le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils ont provoqué des dommages importants, mais pas complets. Mais que penser de la position française sur la séquence moyen-orientale récente? Une position en essuie-glace avec des revirements successifs. Emmanuel Macron dit d'abord Israël a le droit de se défendre, et il dit ensuite Israël doit arrêter les frappes. Idem pour les frappes américaines. Emmanuel Macron commence par les soutenir, puis insiste sur leur absence de légalité, en décalage avec ses homologues européens, notamment le chancelier allemand qui lâche qu'Israël fait le sale boulot pour nous. Et en même temps diplomatique qui a de quoi déboussoler, car au-delà de cet épisode, ces messages souvent brouillés posent la question de la cohérence diplomatique d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient. Il a tenu son rang, il a manqué de vision. On est devenus des figurants, Manuel Bompard. Oui, tout ça en même temps. Tout ça en même temps, évidemment, on est devenu malheureusement, ou la France en tout cas a une position aujourd'hui qui est une position inconséquente,
qui souffre d'une illisibilité totale et qui lui empêche de jouer quelque rôle que ce soit. Je vous rappelle que... On le voit beaucoup sur la scène internationale quand même, Emmanuel Macron. Pardon, on prend la parole. Évidemment qu'il fallait condamner l'action israélienne, puis les bombardements américains, tout simplement, parce que c'est une violation du droit international. Et que non, il ne s'agit pas... Le concept de guerre préventive qui a été mis en avant par le Premier ministre israélien d'extrême droite Netanyahou n'existe pas en droit international. Alors du coup, on laisse les Iraniens enrichir leur uranium? Non, madame, on négocie, on fait un accord, comme on l'avait fait il y a quelques années, parce que ça serait quand même important de le rappeler. Et je rappelle que cet accord était scrupuleusement respecté jusqu'à ce que Donald Trump, pendant son premier mandat, décide d'un retrait unilatéral des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et discuter, ça suffit pour faire plier Téhéran, vous êtes sûr? La preuve, c'est que quand il y a eu un accord sur le sujet, il était respecté. Parce que quelle autre solution, madame? La loi du plus fort, parce que là, il y a un cessez-le-feu dorénavant, c'est une bonne nouvelle, mais je rappelle qu'il y a eu 600 morts côté iranien, 30 morts, je crois, côté israélien, si les derniers chiffres sont les bons, et que du point de vue du ralentissement souhaité du programme de développement du nucléaire iranien, même les services de renseignement américains disent que peut-être ça a permis de gagner quelques mois, donc ce n'est pas la solution. L'Agence internationale de l'énergie atomique dit dommages importants. Pas complet, mais important. C'est peut-être pas rien quand même quand on a un pays qui cherche à doter de l'arme nucléaire. Mais madame, la seule solution, si vous voulez faire en sorte que le traité de non-prolifération nucléaire soit respecté, d'abord il faudrait que tout le monde le signe. Parce que moi je veux bien que dorénavant, ça soit un pays, un État en l'occurrence Israël, qui n'est non signataire de ce traité, donc qui a acquis la bombe nucléaire de manière illégale, qui aille faire la police auprès des autres pays pour leur dire qu'ils ne doivent pas y avoir accès. Mais d'un point de vue du respect du droit international, c'est totalement inconséquent. Mais la seule solution pour y parvenir, et les dernières années l'ont démontré, c'est qu'il y a un accord et une négociation. C'est la seule manière qui a fonctionné pour l'instant. Et dès que cet accord a été rompu, évidemment, le programme de développement a repris son cours. Donc maintenant, il faut retrouver un chemin qui est un chemin de négociation. Alors évidemment, ça va être plus difficile la négociation maintenant. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et la France, elle doit jouer un rôle sur ce sujet. Et pour pouvoir jouer un rôle sur ce sujet, y compris les experts en France le disent, il faut pas avoir une vision du droit international à géométrie variable. Donc quand il y a des actions qui violent le droit international, la France doit les condamner ce qu'elle n'a pas fait sur l'action israélienne et ce qu'elle n'a pas fait sur les bombardements américains. Allez, on termine avec vous, Françoise. Quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine? En politique, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est la conférence de presse de Raphaël Glucksmann. Lundi, c'était dans un café du 10e arrondissement et il dit « Notre vision pour la France ». Alors, première question, pourquoi maintenant notre vision pour la France? On est quand même assez éloigné de la présidentielle. Le principal message, c'est « On se fera plus avoir ». C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux européennes, Raphaël Glucksmann, qui était allié avec le Parti socialiste, fait 14% des voix. Et puis, il est éliminé, au fond, marginalisé par la dissolution, parce que le Parti socialiste va négocier, même pas négocier d'ailleurs, va s'ingérer dans le programme de LFI, qui est le programme du nouveau Front populaire. Et Glucksmann conçoit un ressentiment fort en disant non, moi je défends une autre ligne qui est la gauche à la fois européenne, réformiste, qui peut gouverner. Et donc, c'est ce qu'il affirme là avec son projet. Donc, on se fera plus avoir. Ça veut dire aussi, on est prêt en cas de dissolution. Et ça renvoie à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne sait ce qui va se passer si François Bayrou est renversé à la rentrée. La grosse difficulté pour Raphaël Glucksmann, c'est une fois d'avoir posé ça, c'est quelle dynamique créer autour de cette gauche réformiste, avec quels alliés la construire. On voit bien que tout ce qui s'est passé autour des conclaves, autour des retraites, montre à quel point la notion de compromis aujourd'hui est difficile. Et donc, son principal challenge, ça va essayer créer une dynamique et un rassemblement en vue de la présidentielle. Manuel Bompard, ça y est, on a un autre parti à gauche qui est prêt, qui a un programme. Bonne nouvelle ou pas? Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le débat puisse se faire sur le fond. Et ça, je pense que c'est bien que ceux qui le souhaitent mettent sur la table des propositions, un programme. Moi, je crois, vous savez, à la confrontation des points de vue. C'est ça la démocratie, entre différents programmes. D'ailleurs, je vous annonce que à la France Insoumise, demain, on va publier un comparateur de programmes pour faire le point sur les programmes qui sont défendus par les uns et par les autres. Parce Donc vous avez attendu le programme de Glucksmann pour pouvoir le détailler? Non, on l'avait déjà fait pendant la dernière campagne des élections présidentielles de 2022, mais puisque tout le monde dorénavant... C'est de montrer les différences entre les différents programmes. Regardez, Monsieur Glucksmann a présenté, je crois, 50 mesures programmatiques. L'année dernière, au moment de la campagne du Nouveau Front Populaire, le programme du Nouveau Front Populaire contenait 30 mesures d'urgence. Ce que je peux vous dire, c'est que sur ces 30 mesures d'urgence,
défendu toute la gauche lors des élections législatives l'année dernière, il y en a 21 qui sont pas dans le programme de monsieur Glucksmann. Oui, mais ça, il assume complètement. Mais je ne le reproche pas, je le dis. Et donc, je pense que c'est important. On a l'impression quand même que le rendez-vous de demain, c'est un peu en concurrence avec ce qui s'est passé cette semaine. Enfin, pardonnez-moi, mais ça vous a fait réagir. Le rendez-vous de demain, non. Votre rendez-vous de demain, je crois que c'est pour informer les citoyennes et les citoyens. Je pense que c'est bien que les gens puissent se faire un point de vue sur les différents points de vue, les différents programmes. Quand j'analyse le programme de Raphaël Glucksmann... Glucksmann trahit la gauche. Mais ça, c'est pour dire que du point de vue du programme du nouveau Front Populaire, il en a déchiré les 2/3 quand il a présenté ses propositions programmatiques. Par exemple, il n'y a plus la volonté d'abroger la réforme des retraites. Il dit il faut pas se focaliser sur la question de l'âge. Par exemple, il rentre en quelque sorte en droite ligne avec les annonces qui ont été faites par le président de la République cette semaine sur les dépenses militaires, puisqu'il annonce que l'Union européenne doit consacrer 500 milliards d'euros à développer ses dépenses. Oui, mais je fais les points de comparaison du programme. Ça veut dire que son programme... Attendez. Ça veut dire que son programme est quand même plus proche du programme d'Emmanuel Macron en 2017 que du programme du nouveau Front Populaire. Mais après, c'est aux électrices et aux électeurs de trancher, c'est ça la démocratie. Bon, on va largement en parler pendant l'émission de tous ces points en particulier. Vous savez que vous intervenez sur une antenne dégradée, Manuel Bompard. Une antenne dégradée ? Bah oui, on fait grève à Radio France depuis 4 jours pour dénoncer le projet de holding de l'audiovisuel public, c'est-à-dire le regroupement de France Télévisions, de Radio France et de l'INA, que porte la ministre de la Culture, Rachida Dati, projet qui sera examiné dès demain, lundi, mardi également. Qu'en pense la France Insoumise ? Est-ce que vous êtes favorable à cette idée de holding de l'audiovisuel public ? Non, nous y sommes défavorables. Nous y sommes opposés en commission à l'Assemblée nationale. Il y aura normalement demain, en ouverture du texte, ce qu'on appelle une motion de rejet à l'ouverture du débat parlementaire que nous avons déposé, que nous voterons. Pour dénoncer ce projet, pour dénoncer aussi les restrictions budgétaires dont souffre aujourd'hui le service public de l'information. Et puisque vous m'interrogez sur ce sujet, permettez-moi d'apporter mon soutien aux salariés qui sont en grève. Quand ils sont en grève contre les restrictions budgétaires, je les appuie, je les soutiens. Quand ils sont en grève contre un projet de loi qui, à mon avis, va mettre en difficulté la capacité du service public de l'information à bien faire son travail, je les soutiens aussi. Qu'est-ce qui, sur le fond, vous gêne le plus ? D'abord, la dimension budgétaire, ça me paraît quand même important. C'est les restrictions budgétaires. Les restrictions budgétaires, c'est pas nouveau, ça n'a pas commencé avec voilà, ça c'est pas dans le projet. Oui, mais bon, moi je suis cohérent et j'ai une continuité dans les positions politiques que je défends. Et puis tout le monde sait qu'avec ce projet de rapprochement, ça va se traduire sans aucun doute par de nouvelles restrictions budgétaires, par des économies d'échelle, par des suppressions sans doute de postes de techniciens, de journalistes, et que pour moi ça pose une difficulté. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'un service public de l'information qui soit chapeauté par une direction unique, forcément c'est un service public de l'information qui, à mon avis, dans son indépendance, risque d'être remis en cause. Je pense que le fait qu'il y ait plusieurs antennes permet de garantir aussi une pluralité des points de vue, une pluralité des expressions, et c'est important que ça reste. Une petite question sur votre tactique parlementaire, vous faites motion de rejet, si elle passe pas, vous faites de l'obstruction ou comment ? Non, on mènera la bataille comme on a l'habitude de le faire, vous savez, sur le fond, et en prenant le temps nécessaire pour pouvoir avoir ce débat sur le fond. C'est important un débat. Vu les équilibres politiques, c'est un texte qui peut passer ou pas selon vous ? Ça c'est en fait, je crois, si j'ai bien compris ce qui s'est passé en commission, l'ensemble des formations politiques de gauche sont opposées à ce projet. Donc, comme vous connaissez l'arithmétique parlementaire comme moi, ça va dépendre des positions de vote des députés macronistes et du socle commun. Donc interpellez-les, interrogez-les. Peut-être que ça dépendra s'ils sont divisés sur ce texte comme ils ont pu l'être sur d'autres. Il va bientôt être temps de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que le sujet des retraites n'est pas important. Le sujet des retraites, pour moi, il sera fondamental en 2027. Et il y a un moment où celles et ceux qui veulent être président de la République devront montrer, quand même, qu'ils pérennisent ce système, qui est un système qui existe depuis 80 ans et qui est aujourd'hui en déficit chronique. Mais il y a d'autres sujets importants maintenant qu'il faut traiter. Il y a un budget à préparer, il y a des enjeux internationaux, il y a des enjeux de défense. On vient d'entendre le vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Lescure. Hier, il était dans la matinale de France Inter. Fin du conclave sur les retraites, donc un conclave qui n'a pas abouti. François Bayrou espérait le prolonger de quelques semaines. La CFDT a dit on s'arrête là. Après 4 mois de discussion, est-ce qu'il faut accepter de tourner la page ? Est-ce que c'est raté et donc est-ce que c'est réglé ? Oui, bien sûr que c'est raté. Le conclave est raté et honnêtement, c'est pas une surprise.
Si vous reprenez mes expressions, les expressions de la France Insoumise au moment où l'annonce de ce conclave a été faite, nous disions déjà depuis le début, à partir du moment où vous mettiez autour de la même table les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants du patronat, et que sur la question centrale, parce que c'était la question centrale qui est la question de l'âge de départ à la retraite, le MEDEF a déjà mis son veto. À partir du moment où vous lui donnez un droit de veto dans la discussion entre les partenaires sociaux, évidemment que le conclave ne peut pas aboutir, et en tout cas ne peut pas aboutir sur la seule revendication qui est vraiment celle qui est partagée le plus largement, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites et le retour de l'âge de départ à la retraite. Pour vous, ces 62 ans, ça reste c'est essentiel. Évidemment. Et vous continuerez. Mais c'est pas que pour moi, Madame Fressoz. Il y a eu quelques semaines à l'Assemblée nationale, un vote sur ce qu'on appelle une résolution, qui est un texte non contraignant, mais qui permettait d'exprimer la volonté de l'Assemblée nationale, puisque à chaque fois qu'on a voulu inscrire vraiment l'abrogation de la réforme des retraites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, on l'a fait dans notre niche parlementaire. Les députés macronistes ont fait de l'obstruction toute la journée pour nous empêcher de voter cette abrogation, alors qu'il y avait une majorité de députés pour la voter. Mais la dernière fois qu'il y a eu un vote sur le sujet à l'Assemblée nationale, il y a eu une très large majorité des députés qui ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites. Dans l'hémicycle, à ce moment-là, il y avait essentiellement les voix de gauche et il manquait beaucoup de Renaissance, il n'y avait pas de droite, il n'y avait pas d'extrême droite. Vous êtes moins regardant sur la présence dans l'hémicycle. Non, mais il y avait 200 personnes. Votes. Oui, mais d'accord, mais bon, à l'Assemblée nationale, c'est comme ça que ça... C'était pas représentatif. Madame, même si tout le monde était là, au vu des groupes politiques qui ont voté pour cette abrogation de la réforme des retraites, il y avait une très large majorité de l'Assemblée nationale qui était en faveur de cette abrogation. Et c'est pas juste les députés. Dans le pays, dans le peuple français n'a jamais accepté cette retraite à 64 ans. Oui, sauf qu'on va pas... on ne l'a jamais voté. On va pas refaire le débat sur les 62 ans, si, sur on va la le retraite, refaire, etc. Non, mais on peut, je veux dire, là, c'est pas le moment. Dans le pays, on va le refaire, je peux vous le dire. Et tant qu'on ne sera pas revenu à 62 ans, on va refaire ce débat. Non, mais bien sûr. Mais politiquement, on est là pour acter la fin du conclave. La question, c'est de la responsabilité. C'est la responsabilité de qui? Est-ce que vraiment, c'est la responsabilité du Premier ministre, le fait que ça ait échoué? Mais évidemment, madame. Alors pourquoi? Parce que déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la manière avec laquelle la composition de ce conclave et le fait qu'à aucun moment le Premier ministre n'a pris une position en disant mais si vous ne vous mettez pas d'accord sur ce sujet, je viendrai devant l'Assemblée nationale et je laisserai les députés voter sur ce sujet. Évidemment que François Bayrou, il a organisé la paralysie du conclave, mais parce que son objectif c'était de gagner du temps pour rester en place. Ce qu'il dit là, c'est qu'il dit il peut peut-être y avoir des améliorations pour les femmes, pour ceux aussi qui n'ont pas la totalité de leur cotisation pour toucher une retraite à temps plein. Si jamais il arrive à intégrer ces améliorations, est-ce que vous les voterez ou vous direz non, c'est pas là, c'est pas au niveau? Mais Madame François Bayrou dit qu'il va peut-être intégrer certaines de ces modifications au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale, depuis 2022, il n'a pas été voté une seule fois par l'Assemblée nationale. Il est toujours passé en force par 49.3. Donc pardon, mais la question que vous me posez, pas de vote là-dessus. Mais la question que vous me posez, pardon, n'a pas de réalité, puisque en vérité, sans doute qu'on risque de ne même pas être appelé à voter sur ce sujet. Et pour le reste, pour les carrières longues, pour les carrières et pour les retraites des femmes, le fait de ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans est beaucoup plus favorable que les petites avancées sur lesquelles ils pourraient se mettre d'accord. Même si vous ne votez pas, est-ce que vous considérez que c'est quand même des améliorations qu'on peut estimée positive. Mais c'est beaucoup moins que ce que permettrait l'abrogation de la réforme des retraites. Donc si vous me dites la situation elle est catastrophique, est-ce que vous préférez qu'elle soit un peu moins catastrophique? Bon, moi pardon, j'essaye de faire en sorte que la situation elle s'améliore, elle s'arrange, et pour ça il faut ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans dans un premier temps, et puis ensuite aller plus loin. Ça c'est le programme que nous défendons. Alix, une dernière question sur la retraite. C'est quand même un peu étrange. Vous prônez le dialogue social, et là vous dites pas tiens, il y a quelque chose quand même dans cette méthode, c'est-à-dire mettre les partenaires sociaux, mettre le patronat avec un médiateur pour essayer de sortir un compromis. Vous pourriez vous dire, il y a quand même des choses à retenir. Mais madame, d'abord, ce conclave a exclu dès le début certaines organisations syndicales qui n'ont pas été... Elles se sont exclues elles-mêmes. Elles sont sorties. Attendez. De leur plein gré. Non, madame, soyons précis. D'abord, le conclave a exclu dans sa composition certaines organisations syndicales, je pense par exemple à Solidaire, je pense à la FSU, qui n'étaient pas invitées au conclave. Ensuite, vous avez raison, il y a deux autres organisations syndicales, en l'occurrence la CGT et Force Ouvrière, qui quand ils ont vu que c'était une supercherie et qu'il n'était pas question de discuter de l'âge, puisque M. Bayrou a dit non, l'âge il ne fait pas partie des paramètres de discussion, sont sortis aussi. D'abord, premièrement. Deuxièmement, oui, bien sûr, moi je suis favorable à les discussions entre les partenaires sociaux, mais à la fin, celui qui doit avoir le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale, c'est la représentation François du Bayrou peuple. l'avait promis. Et alors, il le fait pas?
Alors le souci maintenant, pardonnez-moi, c'est... donc il l'avait promis, mais je m'en fiche des promesses de François Bayrou. Est-ce qu'il va le faire? C'est très simple. Monsieur Bayrou... Il y a toujours une voie et que c'est pourquoi pas mais madame, un texte de loi sur effectivement pénibilité madame, sur les femmes, c'est pas rien, c'est des millions de personnes aussi. Oui, madame, mais la démocratie, c'est pas rien peut-être, non? Ça fait depuis 1 an qu'on essaye d'avoir un débat et un vote à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Peut-être qu'on pourrait voter une fois, je sais pas, en démocratie, c'est peut-être bien que les députés votent parfois. Parlons-en de la démocratie justement, Manuel Bompard, parce que là, la concertation c'est bien, mais donc ça n'a pas marché. Pas de majorité à l'Assemblée, donc on n'avance pas non plus. On avance comment? On avance grâce à quoi? Non mais madame, s'il vous plaît, ne dites pas des choses qui sont inexactes. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites. Donc on permet aux députés de voter pour abroger la réforme des retraites. C'est quand même, je suis quand même stupéfait de devoir avoir comme exigence sur un plateau de télévision que les députés puissent voter. Enfin, je sais pas, ça devrait vous choquer aussi quand même. Non mais ils peuvent voter, effectivement. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Donc réussir à trouver une majorité, c'est compliqué. Non, madame, les conclaves, cette méthode-là... Vous pouvez répéter 3 fois la même chose, mais sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour la voter. Et sinon, faites-moi la démonstration inverse. Au Sénat. Très bien, madame, mais dans notre Constitution, vous êtes au courant que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc c'est pas souvent au Sénat, la CMP, très bien. Mais si nous étions au gouvernement aujourd'hui, nous aurions inscrit à l'ordre du jour une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites. La majorité des députés l'aurait voté. Attendez, laissez-moi terminer. La majorité, mais il n'y en avait pas non plus pour Monsieur Bayrou. Voilà. La majorité des députés l'aurait voté. Peut-être qu'ensuite au Sénat ça aurait été rejeté, et puis on aurait, comme le veut notre Constitution, donné le dernier mot à l'Assemblée nationale, qui aurait voté l'abrogation de la réforme des retraites. Si Monsieur Macron avait respecté le résultat des dernières élections, aujourd'hui l'âge de départ à la retraite en France il serait à 62 ans, et ça aurait été bien pour des millions de salariés aujourd'hui qui arrivent à 62 ans, ils sont fatigués, ils ont des maladies professionnelles. Cette fable. Mais madame, un gouvernement de gauche aurait été censuré par l'Assemblée nationale. Vous le savez, vous. Bah oui, il n'y avait pas de majorité. Et alors, il y en avait une pour Monsieur Bayrou, Monsieur Barnier? Alors, je voudrais... Non, il n'y en avait pas. Bon. Et là, ça vous a pas choqué qu'on mette Monsieur Bayrou ou Monsieur Barnier. Donc, comment on fonctionne dans toutes les démocraties parlementaires? Vous le savez, Madame Fresseuse, vous observez ce qui se passe dans les autres pays. Comment ça fonctionne? La formation politique qui a gagné, qui est arrivée en tête des élections. C'est pas la constitution de la 5e. On lui confie la responsabilité de constituer un gouvernement. Si elle est censurée, on passe au 2e. C'est comme ça que ça fonctionne partout ailleurs. Manuel Bompard, aujourd'hui, on a donc un Premier ministre, et vous le dites très bien, qui est fragilisé. On avance globalement et pas simplement sur les retraites. Comment? Est-ce qu'on avance par référendum, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut tourner la page? Est-ce qu'il faut faire une nouvelle dissolution? Vous proposez quoi? Moi, d'abord, je propose de censurer le gouvernement. Il y a une motion de censure qui va être examinée à l'Assemblée nationale. Qui a aucune chance d'aboutir. Vous n'en savez rien, madame. Enfin, s'il vous plaît. Le Rassemblement national a dit qu'il ne la voterait pas, donc c'est mathématique, là. Très bien, mais c'est mardi le vote. Il n'a pas eu lieu pour l'instant. Vous êtes d'accord? Bon, donc moi, jusqu'à mardi, permettez-moi de mettre toute mon énergie pour essayer de faire en sorte de faire tomber ce gouvernement. Et moi, j'aimerais bien à un moment qu'on regarde le bilan de la non-censure. Parce qu'on nous a dit, il faut pas, le Parti Socialiste à l'époque a dit, il faut pas censurer le gouvernement parce qu'on va obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. On en a parlé, tout le monde a compris que c'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui avec ce gouvernement. On nous a dit, il faut pas censurer le gouvernement parce qu'on va obtenir un meilleur budget. Toutes les micro-concessions que le Parti Socialiste considérait avoir obtenues ont été balayées d'un revers de la main depuis 5 mois. Depuis 5 mois, on a eu le programme le plus rétrograde en matière écologique et environnementale de la part d'un gouvernement le plus rétrograde depuis 20 ou 30 ans sur ce sujet. On a eu Monsieur Retailleau et ses obsessions racistes et islamophobes. Donc, pardon, mais là, maintenant, l'urgence, c'est de faire tomber ce gouvernement et de protéger le pays. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça sert à quoi de le censurer? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur les déficits? Est-ce qu'il y a mettre en place une autre politique? Alors avec qui? Avec un autre? Si Monsieur Macron veut si enfin Monsieur Macron veut reconnaître le résultat des dernières élections législatives, nous sommes disponibles pour proposer une autre politique, un autre gouvernement. Et sinon, il a qu'à partir. Toujours Lucie Castet à Matignon. Voilà. Alors, qui est votre candidat? Mais madame, pour l'instant, le gouvernement n'est pas tombé. Mais non, mais madame, moi, je parle de programme, si vous voulez bien. Tout à l'heure, je vous ai dit, y compris Raphaël Glucksmann, je combat ses positions politiques, mais je trouve ça bien que le débat puisse avoir lieu en termes programmatiques. Et ça s'incarne aussi un programme, mais évidemment, mais vous inquiétez pas, à la France Insoumise, il y a plein de gens qui sont tout à fait en capacité de diriger une politique alternative. La question, mais vous en connaissez plein. Donc, attendez, madame, s'il vous plaît. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour le pays? Bon, alors, voilà. Allons-y. Venons à qu'est-ce qu'il faut faire pour le pays. Revenons quand même, parce que tout a été effacé depuis le début, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette masse de déficit et de dette? Comment vous abordez ce sujet-là?
Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, madame, je vous dis une chose simple, c'est que si aujourd'hui nous sommes dans une situation de déficit qui est effectivement trop important, c'est pas tombé de nulle part. Il y a une responsabilité politique. Assez collective, tout le monde demandait plus de dépenses tout le temps? Non, madame, si aujourd'hui il y a un déficit, c'est pas parce qu'il y a eu plus de dépenses, ce n'est pas vrai, c'est parce qu'il y a eu moins de recettes. Pour être très simple et très clair, pour que tout le monde l'entende bien, si le niveau de recettes en proportion du PIB était resté aujourd'hui au même niveau que ce qu'il était quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir en France en 2017, s'il était resté au même niveau, aujourd'hui en France, le déficit serait inférieur à 3% du PIB. Donc, contrairement à ce que j'entends à longueur de plateau et à longueur d'antenne, le problème aujourd'hui, c'est pas des dépenses excessives. Je vais même vous dire, les dépenses publiques, elles ont baissé depuis 2017 en proportion du PIB. Donc, le problème aujourd'hui, c'est les recettes. Donc, si vous voulez apporter une réponse à cette situation et à cette difficulté, vous devez rétablir un certain nombre de recettes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un président de la République qui a multiplié les cadeaux aux plus riches. Pour rétablir des recettes, il y a une sorte d'allergie fiscale. Une sorte à droite, ils n'en veulent pas. Madame, ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Dans le bloc central, ils n'en veulent pas. Et il n'y a pas de majorité pour ça. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire et je vais vous en faire la démonstration. Quand il y a eu, avec M. Barnier, Premier ministre, le débat parlementaire sur le budget à l'Assemblée nationale, nous avons trouvé des majorités pour voter des nouvelles recettes. Nous avons fait voter par exemple ce qu'on appelle l'impôt universel sur les entreprises, c'est-à-dire le fait que des entreprises qui font de l'optimisation ou de l'évasion fiscale pour ne pas payer en France le nombre, la quantité d'impôts qu'ils devraient payer normalement en France soient contraints de le faire. Nous avons réussi à trouver une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire une proposition de taxe minimum de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser poser votre question. Ces deux dispositions-là dont je suis en train de vous parler, la première, elle permet de récupérer 25 milliards d'euros et la deuxième, elle permet de récupérer 15 milliards. Vous savez faire les calculs comme moi, ça fait 40 milliards, c'est ce que cherche M. Bayrou. Non, c'est bon, il n'y a pas de majorité au Parlement. La question, c'est que, pardonnez-moi, non, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que madame, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter ces mesures, et comme je vous en ai fait la démonstration sur les retraites tout à l'heure, peut-être que vous voulez changer la Constitution, mais aujourd'hui dans la Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, pas le Sénat. On va parler du budget, parce que pour le coup, sur le budget, vous êtes très clair et on connaît parfaitement vos idées. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu, par contre, de l'image aujourd'hui de la France insoumise, de l'image de votre leader, Jean-Luc Mélenchon. C'est une image, de manière globale, de votre parti qui s'est pas mal dégradée ces dernières semaines. Aujourd'hui, 26% seulement des Français considèrent les insoumis comme capables de gouverner. Donc on est vraiment au cœur du sujet, 26%. Et LFI est au dernier rang des partis politiques. C'est une étude Ipsos qu'elle fait chaque année, vous le savez, intitulée Fracture française. Comment est-ce que vous expliquez ce fossé aujourd'hui qui s'est creusé entre vous et les Français? Madame, il n'y a pas de fossé entre la France insoumise et les Français. À chaque fois qu'il y a eu des élections ces dernières années, je crois que la France insoumise, elle a progressé d'un point de vue électoral. Elle a progressé, par exemple, entre les élections européennes de 2019 et les élections européennes de 2024. Et l'année dernière, alors que tous les sondages, puisque vous me parlez de sondages, 27 sondages qui ont été faits... Non, c'est plus qu'un sondage, c'est une étude. 27 sondages qui ont été faits entre la dissolution de l'Assemblée nationale et les élections législatives l'année dernière. Les 27 sondages annonçaient que le Rassemblement national allait sortir en tête de l'élection. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de l'élection? C'est pas le Rassemblement national qui arrivait en tête de l'élection. Donc, pardonnez-moi, mais moi, je fais pas de la politique au regard de sondages qui se sont tout le temps trompés ces dernières années. Je fais de la politique au regard de ce que je pense juste. Non, mais là, c'est pas des sondages qui disent simplement qui va gagner l'élection présidentielle. Là, c'est un sondage, par exemple, qui dit que 63% des Français, pour 63% des Français, c'est pas rien, c'est 2/3 des Français. LFI est un danger pour la démocratie. Moi, j'ai vu Est-ce que vous êtes en train de payer très cher l'attitude que vous pouvez avoir, les députés à l'Assemblée? Vous m'interrogez sur quelque chose qui n'existe pas. Ah bon? Donc, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, moi, j'ai vu une étude il y a pas longtemps qui disait que en France, il y avait à peu près 30% des Français qui avaient confiance dans les médias. Et que c'était le niveau le plus bas par rapport au reste de l'Union européenne. Peut-être que vous pourriez vous remettre en cause. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous voyez, si vous voulez qu'on fasse... j'ai pas l'impression. Donc si vous voulez qu'on fasse les débats au regard des études, des sondages, etc., pardon, on est en démocratie. Moi, je mène des batailles politiques pour essayer d'améliorer la situation des Françaises et des Français. Et puis après, il y a des élections. C'est ça la démocratie. Au moment des élections, les gens, ils tranchent, ils votent. Donc il y aura des élections dans les prochaines semaines peut-être, dans les prochains mois c'est sûr, et au moment de ces échéances électorales, les Français diront. Et s'ils sont d'accord avec le programme de la France insoumise, ils voteront pour, et s'ils sont pas d'accord, ils voteront pas pour. Quel est votre scénario idéal? C'est quoi? C'est
Bayrou renversé, vous demandez une élection présidentielle anticipée tout de suite? Bien sûr, parce que tout le monde a compris dorénavant, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le président de la République, Emmanuel Macron, n'avait pas respecté le résultat des élections. Donc tout le monde a compris que la cause du problème aujourd'hui, la cause de cette situation de blocage, parce que vous avez raison, c'est vrai qu'on est dans une situation de blocage, mais la cause de cette situation de blocage aujourd'hui, elle se trouve à l'Élysée, et tout le monde le sait. Donc je reviens à la question que je vous posais. Est-ce qu'il faut une nouvelle dissolution? Est-ce qu'il faut des élections anticipées? Est-ce qu'il faut qu'il démissionne, Emmanuel Macron? Vous proposez quoi? Je pense qu'effectivement, ce serait une bonne chose qu'il puisse y avoir des élections présidentielles anticipées. Je pense qu'on aurait besoin de pouvoir revenir devant les Françaises et les Français, que chacun présente le programme politique qui est le sien, son orientation politique qu'il propose au pays et que les gens puissent trancher. En attendant, parce qu'on n'a pas le sentiment qu'Emmanuel Macron prenne cette voie, on en a pour 18 mois d'immobilisme. Posez-lui la question à lui. Non, mais... Moi, je fais ce que je peux pour essayer de faire en sorte que la mauvaise politique que met en place M. Bayrou s'arrête, parce qu'elle fait souffrir beaucoup de gens dans notre pays, et pour faire en sorte qu'on puisse ouvrir un autre chemin pour le pays. Donc Sébastien Lecornu, ce serait mieux? Mais non, ça serait pas mieux. Et il s'exposerait à la même censure. Il s'exposerait à la même censure à partir du moment où il ne veut pas changer radicalement d'orientation politique. Et il ne veut pas changer radicalement d'orientation politique. Donc il va rien se passer pendant 18 mois, c'est ce que vous nous dites. Non, je vous dis qu'il faut faire tomber le gouvernement de M. Bayrou et qu'ensuite la responsabilité, elle est celle du président de la République et que le président de la République, à un moment, doit pouvoir considérer qu'il nous a fait perdre déjà beaucoup trop de temps. Parce que c'est vrai qu'en attendant, on perd du temps. Et donc on a Jean-Luc Mélenchon qui fait savoir, enfin en tout cas on l'apprend ce matin dans la presse, dans Le Parisien, qu'il réfléchira cet été à savoir s'il sera candidat ou pas à la prochaine présidentielle. Vous êtes sûr qu'il y a un suspense? Mais merci madame, Françoise d'avoir complété ma question. Nous, on travaille, enfin je sais pas, on est sur France Inter ici, et sur le service public de l'information, peut-être que c'est bien qu'on essaye de faire, si vous voulez bien, de la politique, on regarde des projets politiques qui sont proposés au pays. Ensuite, évidemment qu'il y aura une incarnation de la France insoumise pour les prochaines élections présidentielles. Évidemment que Jean-Luc Mélenchon est un candidat qui est un candidat sérieux, crédible, il l'a déjà fait la démonstration. On est même surpris qu'il réfléchisse, en fait, on pensait que c'était fait. Mais parce que vous l'écoutez pas. Ou vous le croyez pas quand il vous dit quelque chose. Il a dit l'année dernière, j'aspire à être remplacé. Je pense qu'on travaille à la France Insoumise à faire en sorte qu'il puisse y avoir différentes options possibles. Et l'option de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle est évidemment une option crédible. Mais moi-même, je vais pas rentrer, si vous voulez, dans ce que je reproche aux autres, oui. C'est-à-dire de parler que du casting et pas des différents programmes politiques qui sont sur la table. Donc, moi, j'aimerais bien. Après, vous posez les questions que vous voulez, évidemment. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait un débat sur qu'est-ce qu'on propose pour le pays. Par exemple, si on fait 40 milliards d'euros d'économies, comme le propose aujourd'hui ce gouvernement, ça va se traduire par quoi? L'augmentation de la TVA? C'est-à-dire les gens, les plus pauvres en particulier, parce que c'est l'impôt le plus injuste, qui vont voir le prix augmenter à la caisse quand ils sont au supermarché. Alors, il y a un autre sujet. Réduction des dépenses de santé, alors qu'on a déjà l'hôpital qui est à l'os et les gens qui ont du mal à pouvoir se soigner. Il y a un autre sujet qui a été lancé ça, c'est les questions. Oui, il y a un autre sujet qui a été lancé cette semaine, et ça intéresse aussi les Français, je pense, qui a été lancé cette semaine par Jean-Luc Mélenchon, c'est il ne faut plus parler de langue française, mais de langue créole. Franchement, je ne pensais pas qu'ici, sur France Inter, on aurait les polémiques de la Bolloré-sphère, quoi. Sincèrement, madame. Pourquoi il a dit ça, Jean-Luc Mélenchon, si vous avez écouté la conférence, madame? Non, vous avez pris l'extrait? Bon, voilà, donc je sais pas, regardez au moins une conférence. On organise une conférence sur la francophonie, madame. On dit une chose simple, on dit que aujourd'hui, la langue française, c'est pas la langue uniquement de la France, c'est une langue que nous avons en partage, en commun avec 29 pays dans le monde. Et on dit juste une chose. De là à parler de langue créole, c'est quand même surprenant, voire choquant pour les Français, non? C'est un fait, madame. Est-ce que c'est de la provoque? Darmanin, il dit c'est de la déconstruction nationale. Est-ce que c'est pour faire le buzz? On vous le dit clairement, comme ça on passe du sujet. Mais non, c'est pas pour faire du buzz, madame, mais il y a quel autre dirigeant politique aujourd'hui dans ce pays qui travaille sur des questions aussi centrales que la francophonie, qui est une question centrale, la francophonie? Pourquoi vous voulez tout renvoyer à des questions de buzz? Est-ce que ce serait pas bien, par exemple, c'est dans notre programme, qu'on ait un réseau d'universités francophones, qu'on essaye de faire vivre ce réseau de la francophonie? Ce serait une bonne chose pour travailler des liens avec d'autres pays qui ont, comme nous, cette langue en partage. Quant à la question de la créolisation, madame, mais la langue française est une créolisation. Elle a bougé. C'est pas la même qu'il y a 100 ans, il y a 200 ans ou il y a 300 ans. Il y a des mots aujourd'hui dans la langue française qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Enfin, je sais pas pourquoi vous essayez d'en faire une polémique. Quel message vous voulez essayer de faire passer aux gens? Les politiques essayent de défendre la langue. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre que défendre la langue quand on dit ça, madame? Enfin, ne soyez pas, pardon, je vais pas m'en prendre à vous personnellement, mais n'ayez pas le cerveau étroit, précisément. Est-ce que c'est pas une manière de défendre la langue française, de dire que c'est une fierté qu'on l'ait en commun avec d'autres pays dans le monde et que autour de cet espace de
de la francophonie, on pourrait faire bien davantage que ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de dénigrant pour la langue française de dire ça? Pour ça, je suis surpris que vous le repreniez, parce que j'ai vu surtout des réseaux d'extrême droite venir chercher à créer une polémique sur ce sujet qui, honnêtement, le mérite pas. Vous saviez que vous alliez la créer, en tout cas. Françoise. Vous dites le projet d'abord, c'est ça qui compte et tout. Est-ce que par rapport à la dernière élection présidentielle, vous estimez qu'il y a des ajustements? On voit par exemple le Rassemblement national qui réfléchit à une règle d'or. Est-ce que vous pensez qu'au vu des évolutions, il y a quand même quelque chose à corriger ou sur lesquels mettre l'accent? En fait, nous avons déjà, au début de cette année, présenté la réactualisation du programme politique que nous avons défendu au moment des élections. Au vu de l'actualité internationale, vous dites il y a peut-être un truc où il faut qu'on soit... D'abord, au vu de l'actualité nationale, il y a un certain nombre de choses qu'a fait Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs qu'il va falloir remettre en cause et corriger. J'ai parlé de la retraite pour prendre cet exemple-là, mais on pourrait parler d'autres sujets. Et au vu des équilibres internationaux, vous avez raison, de la nouvelle donne internationale, l'élection de Donald Trump en particulier, je crois que plus que jamais, ce que nous avons déjà défendu d'ailleurs à l'élection présidentielle 2022 et avant, depuis des années, de défendre l'idée que la France, elle doit être indépendante, non alignée, qu'elle doit avoir une autonomie en manière industrielle, qu'elle doit être capable de travailler avec tous les autres États dans le monde et pas d'être affiliée comme ça derrière le président Trump et derrière les États-Unis d'Amérique, c'est encore plus que d'habitude d'actualité. Tiens, justement, j'aimerais vous faire écouter un échange qui a beaucoup surpris cette semaine aux Pays-Bas à l'occasion du sommet de l'OTAN. Échange entre le président américain, pas le président français, mais le secrétaire général de l'Alliance. Stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easy to stop them. Voilà, donc je vais assurer en gros la traduction. Donc c'est un échange entre Donald Trump, vous l'avez compris, et Mark Rutte. Le président américain évoque à un moment donné le conflit entre Israël et l'Iran. Il les compare à des enfants qui sont en train de se battre dans une cour de récréation et l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, qui est devenu donc le patron de l'OTAN, louvoie et appelle Trump papa. Papa doit parfois accepter d'hausser le ton, dit Mark Rutte. Votre réaction à tout ça, Manuel Bompard, est-ce que les Européens effectivement font preuve d'une trop grande docilité vis-à-vis des États-Unis? Évidemment, écoutez, et comment on règle ça? Franchement, il y a quelques mois, vous vous en rappelez comme moi, il y a eu cette scène ubuesque de Monsieur Zelensky humilié par Donald Trump dans le bureau ovale. Au bureau de la Maison-Blanche. Dans les jours qui ont suivi, j'ai entendu sur tous les plateaux de télévision, y compris de certains dirigeants politiques qui étaient pourtant très largement responsables de notre alignement sur les États-Unis, ça va être un momentum, ça va être un moment clé où on va pouvoir enfin travailler à notre indépendance et à notre autonomie vis-à-vis des États-Unis. Mais comment on fait pour équilibrer tout ça? Et cette semaine, non mais c'est pas comment on fait pour équilibrer tout ça, c'est qu'on continue à aller dans le mur, puisqu'il y a quelques mois, Donald Trump a dit, en gros, moi j'ai une exigence, c'est 5% du PIB pour les pays membres de l'OTAN dans le budget de défense, et que signe le président de la République et les autres pays européens, 5% du PIB. Donc en gros, ils obéissent aux ordres et aux injonctions de Donald Trump. Souveraineté et réindustrialisation de l'Europe, il faut peut-être se donner les moyens militaires, industriels. Madame, quand vous signez un accord dans le cadre de l'OTAN, dans lequel vous dites que vous allez mettre 5% de votre PIB dans les dépenses militaires. Quand vous savez aujourd'hui que vous avez que plus de 50% des dépenses militaires en Europe qui viennent directement abonder le complexe d'armement d'industrie américain. Là, aujourd'hui, ce que organise Donald Trump, c'est un racket, c'est un tribut qui veut prélever au budget. Votre position, c'est de dire on réarme pas? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma position, c'est de dire d'abord, on le fait pas dans le cadre de l'OTAN, premièrement, et deuxièmement, avant d'annoncer des volumes et des chiffres, on fait une revue de nos besoins. Et s'il y a des besoins, par exemple, on parle beaucoup ces derniers temps de la nécessité de renforcer nos capacités de défense en matière de cybersécurité, pour prendre cet exemple-là. Peut-être qu'il faut... mais sur la base des besoins, pas sur la base de volumes comme ça qui ne veulent rien dire. Enfin, pardon, après je vais vous laisser madame vous poser la question, mais quand on parle de 5% du PIB en France, vous savez ce que ça représente? Ça représente qu'on augmente nos dépenses de défense en France de 100 milliards d'euros. C'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. Vous m'avez interrogé tout à l'heure sur l'équation budgétaire qui est déjà très compliquée. On va aller chercher où ces 100 milliards d'euros? Et le président de la République signe ça, sans aucun débat parlementaire, sans qu'on puisse en discuter. Mais donc c'est vous juste... dites il faut faire comme Pedro Sanchez en Espagne, dire non. Aujourd'hui, juste pour resituer, la France dépense 2% de son budget sur ses dépenses de défense. Effectivement, c'est pour atteindre les 3,5% l'année prochaine, puis les 5% en 2035. Vous dites, non, nous on fait pas ça dans un monde qui semble quand même de plus en plus dangereux. Ça veut dire qu'on dépend encore plus des Américains pour nous défendre. On ne dépend pas plus des Américains. C'est en augmentant ces dépenses-là
et en continuant à acheter nos armes aux Américains qu'on dépend le plus des États-Unis. Mais est-ce qu'on a les moyens de se défendre aujourd'hui tout que vous seul, avez certains dispositifs d'armement européens et français qui, sur simple décision des Américains, ne peuvent plus fonctionner. Donc, pardon, mais ça s'appelle pas construire ou travailler à son indépendance et à sa souveraineté. On a les moyens de résister tout seul ? Mais moi, je vous parle pas de résister tout seul, madame. Je vous parle, et d'ailleurs, ça fait le lien avec la discussion qu'on avait au début de cette émission sur l'Iran. Si vous voulez, en fait, vous avez deux chemins qui sont devant vous. Soit c'est la course à l'armement des différentes puissances, qui est ce qu'on promet comme avenir pour l'humanité. C'est des groupes, des empires qui s'arment de plus en plus et qui vont s'affronter. Soit on travaille autre chose, madame. C'est-à-dire qu'on travaille l'idée de fédérer à l'échelle internationale, sur le respect du droit international, sur des causes communes. Ça fait partie d'une utopie, mais non, c'est pas une utopie, madame. La réalité, c'est qu'on est quand même dans une reconstitution d'empire avec un monde extrêmement dangereux. Précisément, comment on empêche ça, madame? C'est pas une utopie. On construit d'autres relations. On se tourne vers les États qui sont non alignés aujourd'hui. On essaye de créer à l'échelle internationale des mobilisations communes. Vous savez que l'équivalent des dépenses militaires qui sont exigées aussi aujourd'hui par Donald Trump, c'est-à-dire plus de 1000 milliards d'euros pour les pays de l'OTAN, c'est ce qu'il faudrait pour faire face aujourd'hui à l'urgence climatique et respecter les accords de Paris. Donc après, chacun choisit, madame. Mais ceux qui préfèrent qu'on investisse cet argent dans les dépenses militaires, qu'ils le disent. Moi, je préfère qu'on les investisse pour faire face à l'urgence climatique et environnementale, parce que ça aussi, c'est une menace qui va nous menacer de plus en plus. Votre et l'actualité est en train de le montrer. Un univers où la gauche est complètement éclatée, où Ruffin, par exemple, essaye de structurer un courant pour dire, moi, je veux incarner au fond ce que vous dites, mais avec une autre figure que Jean-Luc Mélenchon qui clive trop. Comment vous faites face aux divisions que vous avez vous-même créées? Non, moi je les ai pas créées. Vous savez, après l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui a tendu la main pour créer ce qu'on appelait à l'époque la NUPES et ensuite le nouveau Front Populaire. Donc nous, on reste dans la même orientation, madame, c'est-à-dire de chercher à rassembler, mais de chercher à rassembler autour d'un programme qui est un programme de rupture. Et ceux qui aujourd'hui tournent le dos à ce programme, j'ai parlé de monsieur Glucksmann tout à l'heure, mais c'est le cas d'autres personnes aussi, ils prennent leurs responsabilités dans cette situation de division. Mais nous, on est toujours dans l'idée de rassembler. Qui est comme la personnalité extrêmement clivante de Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui, pardon, puisque vous avez cité des sondages tout à l'heure, dans tous les sondages, le candidat. C'est pas des sondages, c'était une étude. Non, mais c'est pas fait pareil, il n'y a pas tout à fait le même nombre de personnes qui répondent. Une étude, madame, si vous voulez. Dans tous les enquêtes d'opinion pour les élections présidentielles, si elles devaient avoir lieu demain, il n'y a pas un candidat à gauche qui fait un meilleur résultat que Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, je veux bien que les autres à gauche, leur préoccupation, ce soit d'essayer d'empêcher celui qui est à gauche et le mieux placé de pouvoir gagner l'élection présidentielle. Mais moi, c'est pas ma préoccupation. J'entends des gens nous donner des leçons sur on serait pas les bons candidats pour le deuxième tour. La dernière fois qu'ils se sont présentés à l'élection présidentielle, ils ont fait moins de 2%, madame. Donc excusez-moi, mais moi j'essaye de construire une stratégie qui permet de gagner et je pense qu'on est plutôt bien parti pour l'instant pour continuer à avancer et à progresser. Et avant l'élection présidentielle, il y a les élections municipales. C'est vrai. Une petite question, est-ce que vous serez candidat, vous, à Marseille? Non, moi je suis pas candidat. Il y a ce qu'on appelle des chefs de file qui ont été désignés à la France Insoumise dans plus de 500 communes aujourd'hui où on a désigné nos chefs de file. On a fait ce qu'on appelle des assemblées communales. C'est 90% d'ailleurs des communes de plus de 50 000 habitants dans lesquelles il y a déjà eu des assemblées communales de la France Insoumise. Et à Marseille, il y a 4 personnes qui ont été désignées comme chefs de file et je n'en fais pas partie. Voilà. Et il y a mon collègue Sébastien Delogu, député de Marseille comme moi. Que vous accompagnez souvent malgré tout dans ces déplacements locaux autour des élections municipales. C'est un collègue avec qui je travaille et évidemment, j'ai dit que je ne serai pas candidat, ce qui ne veut pas dire que je ne prendrai pas ma part dans les élections municipales au niveau national et à Marseille en particulier. Souvent, les élections locales vous intéressent moins à la France Insoumise. Pourquoi tout à coup, on a l'impression qu'il y a un intérêt particulier et pour les élections municipales de l'année prochaine? La France Insoumise, c'est un jeune mouvement politique. Vous savez, il est né en 2016. Donc c'est vrai que jusque-là, on n'avait pas une implantation locale, on n'avait pas un réseau d'élus locaux très important, mais on a réalisé aux dernières élections européennes des résultats très importants. Par exemple, il y a 31 communes de plus de 10 000 inscrits sur les listes électorales dans lesquelles la France Insoumise aux élections européennes a fait plus de 40%. Donc ça me paraît légitime que dans ces communes, les électrices et les électeurs qui défendent les mêmes idées que nous, ils puissent être représentés au conseil municipal. C'est ça la démocratie aussi. Donc oui, on sera présent aux élections municipales. Mais on sera présent aux élections municipales. Ou avec des alliances, comment ça va se passer? D'abord, on va parler. a dit qu'il n'y aura pas d'alliance nationale. Est-ce que vous pensez qu'au cas par cas, au gré à gré, dans certaines villes, il pourrait y en avoir? Je crois que le Parti Socialiste partout dit sans les insoumis. Donc moi, j'en prends acte. Mais ça peut être avec d'autres. Mais surtout, c'est sur la base de mesures programmatiques. Moi, je suis par exemple favorable à ce que partout dans nos communes, l'eau soit gérée en régie publique.
pas par des multinationales qui s'en mettent plein les poches sur le dos des factures d'eau des habitantes et des habitants. Je suis pour que on organise le fait que les cantines soient gratuites à l'école. Moi, vous savez, je suis élu à Marseille. Pour beaucoup d'enfants dans des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, parfois le repas à la cantine, c'est le seul repas de la journée. Eh ben, il faut faire en sorte que ce repas il soit accessible pour tout le monde. Pour prendre ces exemples-là, on pourrait en prendre d'autres. Il faut que les villes, elles soient à l'avant-garde de la transition écologique. On est dans une situation de canicule aujourd'hui. Nos espaces urbains, ils sont encore trop minéralisés. Il faut plus d'espaces verts. Bon, il faut agir. Regardez ce qui s'est passé. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. À la primaire pour l'élection municipale à New York. Ah, c'est marrant, je vous en parler. Allez-y. Vous avez Zoran Mandani qui est un candidat qui défend des mesures programmatiques qui sont très proches de celles qu'on peut défendre. Voilà, donc attendez, on va préciser. Il vient de gagner la primaire démocrate pour New York et l'élection municipale à New York aura lieu en novembre prochain. Pour l'instant, il a juste gagné la primaire démocrate. Mais il met des mesures. C'est un modèle, c'est un référent pour vous ? Un modèle, c'est jamais des modèles, mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'il fait, parce qu'il fait la démonstration que si vous voulez à gauche, et ça règle un peu le débat qu'on avait, si vous voulez à gauche empêcher l'extrême droite de gagner, vous devez construire un projet en positif, qui est un projet qui mobilise les catégories populaires. Et les catégories populaires, vous les mobilisez sur des orientations politiques, sont des orientations politiques de rupture, sur des avancées. Certaines, et le Rassemblement national en a beaucoup aussi sur les catégories précisément, madame, pour empêcher cette situation, vous devez donner des raisons d'espérer. Si la gauche, elle fait la même chose que la droite quand elle est au pouvoir, faut pas s'étonner qu'après les gens, ils aient plus envie d'aller voter pour la gauche. Si vous voulez que la gauche, elle regagne du terrain, elle regagne des couleurs, et c'est ce que nous avons fait depuis 3 campagnes présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon, vous devez montrer un projet différent, un projet alternatif, un projet qui est en mesure de mobiliser. C'est pour ça, madame, que je vous disais tout à l'heure, si vous prenez les dernières élections européennes, par exemple, pour nous, elles sont intéressantes parce qu'on a fait la démonstration qu'on pouvait aller chercher des électrices et des électeurs qui ne votaient plus depuis des années et des années et qui retrouvent autour du programme de la France Insoumise des raisons d'espérer. Et c'est ces électrices et ces électeurs qui seront indispensables à mobiliser. Par définition, ils s'abstiennent souvent. Précisément, madame, entre les 2 élections législatives de 2022 et de 2024, comment la gauche a fait pour gagner face au Rassemblement national l'année dernière? Parce qu'elle a gagné. Moi, je peux vous le dire, dans ma circonscription, où j'ai fait 74% des voix au premier tour. Pourquoi ? Parce que dans les quartiers populaires, dans les zones populaires de ma circonscription, en 2022, il y avait 15 ou 20% de participation. Et cette fois, il y en avait 40 ou 50. Alors, il y a encore du chemin, il y a encore du terrain, mais on a commencé à regagner du terrain. Donc, il faut continuer dans cette voie-là. Et donc, c'est pas les combines politiciennes pour venir sauver Monsieur Bayrou ou Monsieur Macron qui vont nous permettre de gagner. Non, je refais pas le match, mais je dis voilà quelle est ma vision pour permettre à la gauche de gagner. Merci et je crois que ça devrait intéresser les gens qui nous écoutent.